Frédéric du blog Parents heureux, enfants heureux et je vous présente une vidéo d'Alexandra en présence de Thomas Danzenbourg. Thomas est une référence de la connaissance de soi. Ses livres sont des best-sellers très inspirants qui peuvent nous aider à améliorer nos relations avec nos enfants pour une vie plus heureuse et plus inspirée. Il travaille sur le déconditionnement et l'identification des pièges que nous mettons nous-mêmes en place et qui nous empêchent d'avoir une vie plus heureuse. Alors, pour son premier interview et sa première vidéo même, Alexandra se lance directement avec une pointure du développement personnel. Souhaitez-lui bonne chance. À très bientôt pour une vie de famille plus heureuse et plus vraie. Thomas Danzenbourg, bonjour. Vous avez un parcours un petit peu particulier. Vous êtes avocat, conférencier international, psychothérapeute et aussi auteur de livres qui ont fait le tour de la planète. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Le bonheur n'est pas nécessairement confortable. Oui, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Du je au nous, Oui. et qui développe la notion d'intériorité citoyenne. Le fait de développer une vie intérieure sert à notre vie communautaire. Donc vous étiez avocat. Je suppose que ce changement de vie, passer d'avocat à psychothérapeute, vous a incité à briser des chaînes. Quelles ont été les plus difficiles à briser? Sans doute que ce qui était le plus difficile à accepter, c'est que je m'ennuyais dans mon métier, que j'avais fait des études pour ça, que c'était la carrière que j'avais choisie, que ça se passait plutôt bien et qu'en dépit de ça, j'étais pas heureux, j'étais pas épanoui, j'étais pas joyeux, j'étais plutôt tendu, un peu morose. Et pendant longtemps, j'ai nié ça en disant c'est pas grave, je fais ce que j'ai choisi de faire, je suis formé pour ça, donc tout va bien. En plus, je gagne ma vie, donc j'ai nié mon besoin de changement, d'ouverture, de créativité, de faire des choses utiles qui ont du sens, donc en tout cas qui ont plus de sens à mes yeux. Et puis à un moment, effectivement, j'ai accepté de me remettre en question en disant ben, j'ai besoin d'accepter que ce que je fais ne me plaît pas et j'ai besoin de cesser d'être gentil avec moi-même d'abord et d'être vrai. Et de reconnaître que j'avais besoin de changer. Donc vous avez fait des choix de vie. Ce qui m'a bien aidé, c'est que comme je n'ai pas changé d'un coup de vie, au contraire, ça m'a mis quelques années de transition, j'ai mis mon métier de juriste un peu dans la case alimentaire, je vais gagner ma vie avec ça, mais je vais chercher autre chose. Je me suis occupé de jeunes de la rue pendant une dizaine d'années en bénévolat. C'était une activité pour aider les jeunes pris dans la drogue, dans les gangs de rue, dans la violence, etc., à mieux se connaître, à se transformer, à s'ouvrir. Et ça m'a passionné. Et ça a été un vrai déclic. Je me suis dit, j'ai envie de m'occuper d'humains. Bon, je ne savais pas encore que j'avais envie de devenir psychothérapeute. Ça s'est clarifié petit à petit que j'avais envie de mieux comprendre l'humain là-dedans pour pouvoir mieux comprendre l'humain là-devant. Au fond, j'ai mesuré les limites de ma bonne éducation gentille pour comprendre les autres. Je ne comprenais pas bien les autres, je pouvais leur donner des conseils, chercher des solutions, leur dire ce qu'il faut faire, mais je ne savais pas les écouter. J'ai dû apprendre à écouter l'humain en commençant par moi. C'est là que vous en êtes venu à la communication non violente. Oui, en me formant très vite en thérapie, j'ai réalisé que je voulais devenir thérapeute et parmi les formations que j'ai suivies, il y a cette approche de la communication non violente qui a été pour moi décisive. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la communication non violente et qu'est-ce que c'est, quels sont les apports? Elle est basée sur la conscience que tout être humain cherche à satisfaire ses besoins, que lorsque ses besoins profonds sont satisfaits, il est heureux, il est nourri, il est généreux. Lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits, il peut être amer et devenir violent. Et donc la violence est l'expression non pas de notre nature, mais de la frustration de notre nature. D'où l'intérêt à apprendre à bien connaître notre nature, connaître nos besoins pour pouvoir en prendre soin d'une manière qui tienne compte des besoins des autres. Beaucoup de violence naît aussi du fait que nous n'avons pas de respect et d'attention pour les besoins des autres, nous nous imposons. Et ça vient du fait que nous avons peur de perdre, de ne pas être considérés, de ne pas être écoutés. Et j'observe dans mon travail d'enseignement de la communication non violente que plus nous apprenons à nous respecter, à nous reconnaître, à nous pacifier, plus notre attitude devient pacifiante, respectueuse de l'autre et attentive à l'autre. Donc il y a un vrai bénéfice citoyen, on revient à cette notion, à avoir développé un peu d'intériorité, de discernement. Et ça s'apprend petit à petit. Ça s'apprend. Donc, on se forme à la communication non violente? Oui, on se forme. Ça s'apprend comme une langue étrangère. Au fond, quand vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue pour avoir un peu plus d'aisance dans un nouveau domaine, vous n'allez pas l'apprendre en une après-midi, ni en 2 jours. Mais si vous faites 15 jours de pratique d'une nouvelle langue, vous aurez assez bien d'aisance pour comprendre les gens, appréhender la culture. Et c'est ça l'idée. Nous pouvons apprendre à communiquer de façon non violente, avec soi d'abord, la première personne avec laquelle nous entendons souvent un rapport de violence subtile, hein, de jugement, de critique, de déni
c'est nous. Et la première personne avec qui nous avons besoin d'apprendre à résoudre les conflits, c'est nous. Souvent, il y a des tensions entre nous, des parties de nous qui sont en opposition. Nous avons besoin d'apprendre à réconcilier ça. Et tout ce travail fait sur soi est au bénéfice de la qualité de la relation avec l'autre. Nous allons développer de l'écoute, de l'empathie, la capacité d'entendre l'autre. Et ça, ce sont des enjeux qui manquent beaucoup dans nos rapports, particulièrement dans les rapports parents-enfants. Nous croyons écouter, mais nous ne savons pas écouter. Écoutez. Très important, oui. Et donc la communication non violente, on se forme, on apprend, c'est comme une autre langue. Est-ce qu'on a besoin de piqûres de rappel de temps en temps, parce qu'on vit quand même dans un monde un petit peu violent, ou est-ce que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas une fois qu'on l'a appris Alors je pense que ça s'oublie pas une fois qu'on l'a vraiment appris et intégré, et une fois qu'on a bien maîtrisé un vélo, je pense qu'on l'oublie pas. Mais au début, ça demande un peu de pratique, effectivement. Et comme tout apprentissage, ça n'est pas nécessairement confortable. Nous sommes prêts à faire toutes sortes d'apprentissages dans la vie, à conduire une voiture, à apprendre Internet, à apprendre une langue, à apprendre un sport, du tennis, du foot, du ski. Et pour ça, on consacrera du temps, de l'énergie, de l'attention, du discernement. On va apprendre de nos erreurs, on va se remettre en question, on va peut-être prendre un peu d'accompagnement, enfin un prof, un cours. On va consacrer un peu de budget. Pour toutes ces choses, c'est évident qu'on va se mettre dans un processus d'apprentissage. Curieusement, pour la communication, avec soi, avec les autres et avec la vie, on espère que ça tombe tout seul, sans effort. Et donc je propose de voir que développer une meilleure communication avec soi et avec les autres, c'est un apprentissage, pas forcément confortable, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que ça? Je ne le pense pas. Depuis 20 ans que j'accompagne les personnes dans les cycles et saisons de l'existence, je crois que notre rêve profond, c'est d'avoir des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Ces 4 enjeux-là. Et ça ne va pas tomber du ciel si je n'ai pas appris comment je fonctionne, quelles sont mes habitudes, qu'est-ce qui m'empêche cette communication fluide, en quoi est-ce que moi-même je cause la bisbrouille avec l'autre, et comment l'autre fonctionne, comment je peux l'écouter au bon endroit, pas dans la surface, la partie émergée de l'iceberg, mais dans le fond. Ces capacités d'écoute, personnellement, j'ai pu voir que je les développais en quelques semaines parce que j'avais une clé, et les gens qui viennent faire des formations réalisent combien ils ne s'écoutaient pas d'abord eux, ils se blindent, ils se guident juste par le cerveau logico-mathématique, mais pas par l'intuition, la sensibilité. Ils n'écoutent pas les autres, ils leur fourguent des conseils, ils leur donnent des solutions, mais ça, c'est pas de l'écoute. Et ainsi, je vois que améliorer les capacités d'écoute, c'est transformer significativement la relation à soi et à l'autre. Donc, c'est pas confortable d'apprendre cette nouvelle langue, mais ça vaut le coup si on veut avoir des relations authentiques. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même un enjeu citoyen. Je rêve d'un monde où tous les jeunes qui vont à l'école pourront, à côté de lire, écrire et calculer, qui sont 3 piliers fondamentaux, apprendre la connaissance de soi, j'apprends à savoir qui je suis, comment je me sens, comment je gère mes émotions, quand des frustrations s'accumulent, quand des joies sont à fêter, en sorte de pouvoir non seulement sentir que ces joies-là me renseignent vers quoi je veux aller, et j'oriente ma vie vers ça, mais également ces frustrations m'indiquent qu'il est peut-être temps que je mette quelque chose en place pour transformer ce que je n'aime pas, ce que je n'aime plus, avant que les frustrations soient telles que je les fasse payer à l'autre par l'agression, la violence. Et je pense que c'est donc un processus citoyen qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de communication non violente appliquée avec vos enfants, par exemple, qui fait... Oui, quand mes enfants sont partis à l'école, à la crèche, ça allait encore. Mais quand l'école est devenue un peu plus austère, ils m'ont d'emblée dit, papa, on est assis et on ne joue plus. Est-ce que c'est normal? Alors moi, mes parents m'auraient dit, bah oui, c'est normal, t'es à l'école, maintenant t'es un grand garçon, il faut faire comme ça. Et ils m'auraient donné un conseil et ils m'auraient recommandé quelque chose. Et moi, ça ne m'aurait pas réjoui. Et moi, j'ai tout de suite écouté ça en disant, tu veux dire que tu aimerais bouger et pas être assis tout le temps? Mais bien sûr, moi j'ai besoin de bouger souvent, puis j'ai envie de faire les choses moi-même, on me dit tout, mais je fais rien, j'ai envie de faire. Et en faisant, j'ai envie de sentir que je peux m'amuser, j'apprends mieux quand je m'amuse. Ben, quand mon enfant me dit ça, je peux cautionner ça, reconnaître que ça, qu'on a absolument besoin d'être en mouvement. On n'est pas fait pour être assis 7 heures par jour, comme ça, c'est contre nature. Et on a besoin de trouver du plaisir et de la jubilation à avancer dans la connaissance. J'ai pu cautionner ça chez mes enfants et les écouter à cet endroit-là. Pour moi, c'est un exercice de communication non violente dans l'écoute attentive de ce que l'autre voudrait. Et c'est encore rare que nous disposions de cette capacité d'écoute.
Alors ça ne résout pas tout, parce qu'elles sont quand même dans une école où elles sont assises, mais ça m'a permis de leur dire, écoute, on a pris une école qui n'est pas trop loin de chez nous, ça te permet d'aller à pied, je peux t'y conduire. Si c'était plus loin, ben, il faudrait prendre un bus, ce serait moins agréable. Il y a des avantages à être là. On n'a pas tout choisi, ni la pédagogie, ni les heures, cependant il y a un avantage. Est-ce que tu peux le voir? Là, effectivement, les enfants ont pu dire, oui, c'est vrai, c'est agréable, je peux rentrer à midi manger à la maison, je suis rapidement rentré, et ça compense un peu le fait qu'il y a des désagréments. Oui, c'est un choix fait en conscience. C'est un choix fait en conscience, exactement, qui, comme la plupart de nos choix, a des conséquences désagréables. C'est pas parce qu'il y a des conséquences désagréables que c'est pas un choix, hein, mais aussi c'est pas parce que c'est un choix que c'est tout confort. Bon, ça, c'est un exercice de lucidité. Est-ce que vous diriez que vous êtes un parent heureux? Oui, certainement que je suis un père heureux. J'ai 3 filles et je suis un époux et un père heureux. J'ai réalisé que l'on peut vivre la relation de façon qui est joyeuse. J'ai pas toujours su ça, hein. J'étais un célibataire qui avait peur de l'engagement parce que justement je trouvais que dès qu'il y avait de l'affect, c'était vite difficile, tendu et je me repliais dans ma petite coquille. Mais c'est la pratique de la communication non violente qui m'a donné la confiance et la conscience que l'on peut créer des rapports humains d'écoute, d'accueil mutuel, de liberté, de sens, et que ça nous appartient, on peut apprendre ça, et c'est pour ça que je l'enseigne aujourd'hui, c'est que j'aimerais tellement que les êtres humains sachent que des outils comme celui-là, c'est un outil parmi d'autres, existent, et que l'on n'est pas forcé de subir une existence que l'on n'aime pas, on peut transformer son existence beaucoup plus largement que ce qu'on croit. Oui. Très bien. Et une dernière question, est-ce que vous pourriez nous donner 3 conseils aux parents, des conseils pour être des conseils. Si vous aviez 3 conseils à donner aux parents, quels seraient-ils? D'habitude, je ne donne pas de conseils, à moins qu'on me le demande en 3 exemplaires et pas recommandé. Je vous le demande. Parce que je pense que les gens connaissent ce qu'ils auraient besoin de faire. Je fais peut-être ces propositions-ci. Je recommande chaleureusement comme hygiène de conscience, hygiène relationnelle, exactement comme on se brosse les dents, on se lave les cheveux, on met des vêtements propres, de prendre régulièrement du temps de présence à soi, d'écoute, de discernement de ce que l'humain en moi est en train de vivre, tant dans l'agréable que dans le désagréable. Et ce, pour pouvoir être centré, être aligné. Si au début on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, s'écouter, eh bien ça s'apprend. Et notamment l'approche de la communication non violente est notamment une approche d'écoute de soi qui permet de se centrer de plus en plus et donc de pouvoir traverser les difficultés et les intempéries, parce qu'il y en a dans l'existence, en étant plus posé. Du temps de présence à soi. Consacrer du temps à l'écoute de l'autre. Lorsque l'autre arrive, particulièrement l'enfant, le petit enfant mais aussi l'ado, et qu'on n'est pas forcément en plein accord, parfois on est bien en désaccord, d'abord commencer par l'écoute, d'abord commencer par reconnaître ce que l'autre voudrait, ce qu'il aimerait, et accepter que écouter l'autre, reconnaître ce qu'il aimerait et ce qu'il voudrait, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut dire qu'on reconnaît que cet humain-là devant nous, il a le droit d'exister dans sa différence. Et l'énorme bénéfice de ça, c'est que l'autre, quand il se sent bien écouté et bien compris, il a tendance à vouloir nous écouter et nous comprendre. Et donc on va chercher le point de rencontre qui ne se trouve pas d'un coup, qui demande de la bienveillance et parfois de la patience. Voilà 2 clés en tout cas, écoute de soi et écoute de l'autre. Ça peut s'instaurer et je recommande de l'instaurer pour avoir des rapports vrais, authentiques et non pas juste un fonctionnement de choses à faire en choses à faire. Beaucoup de jeunes sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils manquent de l'être, de la qualité d'être. Alors ils vont chatter sur Internet pour se divertir et avoir une espèce d'ersatz de relation parce que la vraie relation manque à la maison dans l'être ensemble. Je pense que nous avons le pouvoir de créer de l'être ensemble et de la joie d'être ensemble. Est-ce que vous avez des projets en cours en ce moment? J'ai toujours plusieurs projets en cours, notamment un projet d'écriture. Je vais écrire un livre, je commence souvent par faire une conférence, ça me permet d'articuler un propos et de voir si les idées que je propose passent et comment elles sont accueillies. Et j'anime une conférence depuis 6 ou 7 ans qui s'appelle « Notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour nos jeunes ?» Autrement dit, est-ce qu'en nous voyant vivre, les jeunes se disent c'est super d'être adulte, c'est cohérent, c'est aligné, on vit les valeurs que l'on porte et dans un rythme qui est agréable, j'ai envie d'être adulte? Ou est-ce que malheureusement pas mal de jeunes se disent mais ils sont complètement fous, ils sont dispersés, ils courent comme des fous, je ne veux pas être adulte? Je trouve que c'est une question qui vaut la peine d'être posée, de se poser avec humilité et aussi avec courage, parce que ça nous permet peut-être de vérifier est-ce que je vis les valeurs que je veux vivre? Est-ce que ce que je fais a du sens ou pas?
Est-ce que je suis suffisamment inspiré dans ma façon d'être pour être inspirant vis-à-vis de mes enfants, que je sois parent ou enseignant ou même simplement être humain? Est-ce que ma façon d'être a du sens? Et voilà, je voudrais explorer ces enjeux-là dans mon livre. Je l'explore déjà dans la conférence. Ceci dit, la conférence est disponible sur YouTube s'il y a des personnes qui veulent aller la voir. Voilà le prochain projet d'ouvrage. Très bien, beau projet. Donc Thomas d'Anzembourg, merci. Merci beaucoup pour ce partage. Avec joie. Donc tous les liens vous concernant seront sur mon site Parents heureux, enfants heureux. Merci. N'hésitez pas à les consulter le site de Thomas d'Anzembourg. Et si vous souhaitez vous inscrire à ma newsletter pour recevoir les nouvelles publications, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci.